Ils avaient un corps fin et blanc avec des yeux immenses. On peut imaginer à quoi ces choses ressembleraient. La science refuse de reconnaître l'existence de certaines créatures. Les nouvelles technologies brouillent la frontière entre réel et imaginaire. Ce que voient nos yeux, Éloignez-vous d'elle! ce que filment nos caméras, existe-t-il? Entrez dans un monde où la réalité se mêle à la fiction, où la science rencontre le mythe, où les cauchemars prennent vie. Y croyez-vous? Paranormal Vidéo, Alien. Au printemps 2008, le capitaine Miranda Bach, astronaute, revient d'une mission dans l'espace. Peu après son retour, un policier l'arrête au volant pour conduite dangereuse. Elle semble souffrir atrocement et tient un discours incohérent. Elle est emmenée en observation à l'hôpital militaire le plus proche. Elle est sous la surveillance du docteur Lee Morris, psychiatre, et de Rebecca Damon, une interne. Apparemment, l'affaire semble banale, mais les 24 heures à venir lèveront le voile sur l'origine des troubles du capitaine Bach. La patiente et ses médecins vont se retrouver face à une menace insaisissable et mortelle. Voilà ce qui a été filmé. Miranda, arrêtez! Faites-le sortir! Faites-le sortir! Aidez-moi à le faire sortir! Faites-le sortir! Historique de la patiente. Elle est instable et dangereuse. La police nous l'a confiée en observation psychiatrique pour 72 heures. Avant sa tentative de suicide, elle s'est plainte d'irritation de la peau et de douleurs abdominales. On fait des examens complets? Oui, je veux éliminer toute cause physique avant de terminer mon évaluation psychiatrique. Est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir? Croyez-le ou pas, elle est astronaute. Capitaine Miranda Bach, responsable du chargement de la mission T-258. Débriefing de mission le 16 juin 2008 à 8 heures. La mise en orbite d'un satellite militaire a été un succès. Cependant, un phénomène inattendu s'est produit au cours d'une réparation extravéhiculaire. Au cours de cette opération, avec le commandant Madison, nous avons traversé un nuage de poussière cosmique. Une grande quantité de cette poussière s'est trouvée dans le SAS. Après enquête, les scientifiques ont découvert que cette poussière contient des spores d'origine inconnue. Les analyses ont permis de conclure que ces spores sont inoffensives et ne présentent aucun danger pour l'équipage et moi-même. Notre quarantaine a donc été levée. Aucun membre d'équipage n'a subi d'effets néfastes liés à cette exposition. Moi non plus. Après ce débriefing, je vais retourner chez moi dans le Minnesota pour me reposer. Il est plus que probable que la vie existe sur d'autres planètes, car il existe de nombreuses planètes qui réunissent les conditions nécessaires à l'apparition de la vie. L'univers est tellement grand et comporte tellement de systèmes solaires et de planètes qu'il y a forcément d'autres planètes qui réunissent des conditions similaires à la nôtre pour permettre l'apparition de la vie.
Si nous découvrons la vie ailleurs, il faut s'attendre à ce qu'elle ressemble à celle qu'on connaît sur Terre, si les propriétés physiques de son environnement sont similaires à celles de notre monde. Nous pourrions trouver quelque chose qui ressemble à un insecte et qui serait à peu près équivalent aux insectes que nous connaissons. Certains rapports ne parlent pas seulement de créatures semblables à l'homme, mais également d'autres sortes d'animaux. Par exemple, de grandes fourmis, ou des reptiles, des choses de cet ordre. On a parlé de beaucoup de choses, et pas seulement d'humanoïdes. J'espère qu'un jour on sera fixé sur ce sujet. Mais peut-être a-t-on peur de savoir. Capitaine Bach, je suis Rebecca Damon. Le docteur Morris m'a demandé de vous examiner. Comment vous sentez-vous? C'est vraiment nécessaire, ça? Oui, j'en suis navrée. Je vais examiner vos yeux. Vous ressentez des douleurs? Oui, j'ai très mal à l'épaule. Ici? Vous avez ça depuis quand? Je sais pas, mais c'est quoi? Une vilaine éruption cutanée. Très bien. Je vais vous ausculter maintenant. Tout va bien? Je pense que des êtres venus d'ailleurs nous ont déjà rendu visite. Je pense également qu'un grand nombre de ces rencontres, et même les enlèvements qui auraient eu lieu, sont l'œuvre de créatures qui connaissent bien notre monde. Au début du mois de juillet 1947, il y a eu une explosion pendant une tempête. Et des débris ont volé un peu partout entre Corona et Roswell, au Nouveau-Mexique. À Roswell, il y avait une base de l'armée américaine qui a participé à des recherches sur cet incident. Les débris ont été enlevés. Il n'y a pas eu seulement des débris. Des sources parlent également de corps extraterrestres. Tout ça a été emporté à la base aérienne Wright-Patterson. Le 8 juillet, l'armée a changé sa version en faisant passer les débris de vaisseaux spatials pour ceux d'un ballon météo. Le cas de Barney et Betty Hill est la première affaire de suspension de temps et d'enlèvement. Il était tard et les Hill rentraient chez eux en voiture à Portsmouth, dans le New Hampshire. Ensuite, un vaisseau est descendu. D'après Betty, ils ont été emmenés à bord de ce vaisseau et ils ont subi des examens médicaux. Les sceptiques ont tenté de démontrer une supercherie, mais les Hill sont restés sur leur position. Ce que le docteur Damon n'a pas révélé au capitaine Bach, c'est qu'elle a entendu deux cœurs différents. Les analyses sanguines montrent que le capitaine n'était pas enceinte. Cependant, une radio de son thorax vont révéler une autre anomalie. Regardez cette radio. Qu'est-ce que c'est? Une tumeur? On n'en sait rien. Sous le choc de leur découverte, les médecins commencent à se demander si un organisme ne s'est pas installé dans le corps du capitaine Bach. La nuit se poursuit et la douleur du capitaine Bach s'intensifie. L'infection se propage à une vitesse inquiétante. Un parasite est un organisme qui entretient une relation étroite avec un hôte. Dans cette relation, le parasite profite tandis que l'hôte souffre. On estime que les parasites représentent près de 50% des espèces de la planète. J'ignore si le pourcentage est réellement si élevé, mais les parasites représentent une très grande partie des espèces de notre planète. L'être humain représente une cible de choix pour les parasites. Il dispose d'un corps assez grand pour supporter un grand nombre de parasites tout en survivant sans problème.
C'est également un animal social. Il y a beaucoup de contacts entre les humains. Ça permet aux parasites de se propager d'un hôte à un autre. Il est probable et envisageable que certains organismes extraterrestres soient des parasites. Ils ont peut-être besoin de se nourrir de nous. Au cours des heures suivantes, l'état de la peau du capitaine Bach s'aggrave considérablement. Inquiets de cette dégradation, les médecins demandent des tests complémentaires. Comment ça va, capitaine? Bien. Je vais faire un petit prélèvement de peau. On va trouver ce qui cloche et vous aider. Ça risque de faire mal, ne bougez pas. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, qu'est-ce qui se passe? Vous ne vous en souvenez pas? Non! Qu'est-ce qui se passe? Elle m'a cassé le bras. Le Weta des montagnes en Nouvelle-Zélande est très intéressant. Il peut survivre en ralentissant son métabolisme à l'extrême par des températures de moins 10 degrés Celsius. À l'autre extrémité, on a des organismes comme Pyrolobus fumari. C'est un micro-organisme qu'on trouve dans les cheminées hydrothermales. Il peut survivre à des températures dépassant les 110 degrés Celsius. Le fait de comprendre le fonctionnement de ces organismes de l'extrême, les insectes qui vivent à très basse température ou les micro-organismes qui vivent à très haute température, est très intéressant pour deux raisons. Tout d'abord, ça prouve que des formes de vie peuvent exister et évoluer dans ces températures extrêmes qu'on peut rencontrer sur d'autres planètes. Ensuite, c'est intéressant parce que ça prouve que ces organismes sont capables de se déplacer dans ces écosystèmes extrêmes et donc probablement de planète en planète. La patiente est touchée par un eczéma atopique très important. Les marques couvrent son torse ainsi que ses extrémités. Je me demande si ce n'est pas un parasite mutant. Lee, voilà quelque chose que je n'ai encore jamais vu. Qu'est-ce que c'est, ce truc? Je n'en ai aucune idée. J'ai demandé son transfert pour un établissement spécialisé. Il y a également des exemples de parasitoïdes qui finissent par tuer leur hôte. La guêpe Specius speciosus est un bon exemple de parasitoïde. Cette guêpe capture une cigale et la paralyse avec son venin. La femelle pond un seul œuf sur la cigale paralysée et l'enterre. L'hôte reste en vie. Le venin ne le tue pas. Il le laisse vivre. L'œuf finit par éclore et, de façon assez dégoûtante, ce qui s'y trouve dévore le corps de l'hôte. Mon exemple préféré de parasitoïde est l'Hymenepimesis. C'est une petite guêpe tropicale. Elle pond sur une araignée, l'œuf éclot, et la larve de la guêpe se développe sur l'araignée. Elle survit en buvant son sang. Elle injecte une substance chimique dans le sang de l'araignée. Ça lui permet de forcer l'araignée à tisser une toile spéciale. C'est une sorte de cocon qui protégera la larve de la guêpe. Ensuite, la larve de la guêpe suspend son petit cocon. C'est très intéressant parce que la larve de la guêpe modifie le comportement de l'araignée en lui injectant des substances chimiques. L'araignée devient une sorte d'esclave. Ensuite, la larve dévore l'araignée. Miranda! Qu'est-ce que c'est? La plupart des observations d'ovnis et d'extraterrestres sont très vite démenties.
Cependant, lorsque ces allégations proviennent d'astronautes de la NASA, peuvent-elles être aussi facilement rejetées? Voilà maintenant les détails de l'affaire. En 1951, l'astronaute Gordon Cooper affirme avoir observé plusieurs ovnis. Après l'une de ces observations en 1957, Cooper contacte le Pentagone avec des photos de ce qui pourrait être un vaisseau extraterrestre afin qu'une enquête soit ouverte. Cependant, aucune trace de cet incident ne paraîtra. Plus récemment, en 2008, au cours d'une émission de radio, l'ancien astronaute d'Apollo 14, Edgar Mitchell, explique qu'il pense que le crash de Roswell était réel et que les gouvernements ont tenté de camoufler les preuves de rencontres extraterrestres. Qu'est-ce que c'est? Du calme. Mon Dieu! Qu'est-ce que c'est cette trace? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce que c'est? On ne peut pas laisser ça s'échapper. L'agent de sécurité Alzedo enclenche une demande de fermeture automatique d'urgence. Tout le personnel présent dans l'hôpital n'a que 2 minutes pour évacuer le bâtiment avant que les portes ne se ferment automatiquement. Ça essaie de s'enfuir. Il faut le retenir. Quand un animal est pris au piège ou acculé et qu'il n'a plus d'échappatoire, sa dernière option est de contre-attaquer. Très souvent, les animaux deviennent agressifs quand ils ne peuvent plus fuir. La pire chose à faire face à un animal sauvage, c'est de l'acculer dans un coin pour l'empêcher de fuir. Dans ce cas, ce qui va se passer, c'est que l'animal va tout tenter pour passer et il attaquera. Il ira même jusqu'à tuer si c'est nécessaire pour s'enfuir. Faut sortir avant que... on est enfermé là-dedans maintenant. Mince. Tout le personnel de l'hôpital et les patients ont réussi à évacuer. Mais n'ayant pas pu sortir avant la fermeture des portes, les médecins et l'agent de sécurité sont condamnés à attendre à l'intérieur que les autorités compétentes arrivent sur place. Qu'est-ce que vous comptez faire avec ça? Je vais tuer ce truc. Attendez, Alzedo, vous allez où? Alzedo, faites attention! Attendez. Passez-moi la caméra. Faites attention. Mon Dieu. Oh mon Dieu. Laissez-moi voir. Est-ce qu'il est... Oui, il est mort. Allez, il faut partir. Allez, faut retourner au labo. Vite! Oh mon Dieu! Le capitaine Bach a dû être contaminé par un parasite de l'espace qui a utilisé son corps. Une créature s'est développée en elle et a déchiqueté sa chair, son cœur et son torse. Elle y a construit une sorte de cocon et maintenant cette chose est en liberté. Elle risque de s'échapper. Le bâtiment est confiné. Tout est fermé, rien ne peut sortir. Qu'est-ce que c'est? De l'acide. Il nous faut une arme. Attendez. Chut, chut. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Vous avez entendu? Oui. Attendez. 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 Vous pensez qu'il est toujours là? J'en sais rien.
Attention! Fuyez! Fuyez! Sortez! Fuyez! Maurice! 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 Tous les documents concernant l'incident ont été confisqués et classés par le gouvernement américain. Officiellement, la cause du décès du capitaine Bach, du docteur Morris et du gardien Alzedo reste un mystère. La créature extraterrestre n'a jamais été retrouvée. Cependant, des rumeurs indiquent que des spores similaires à celles trouvées sur le vaisseau du capitaine Bach ont été repérées jusqu'en Amérique du Sud. Ces informations, ainsi que les images des caméras de surveillance de l'hôpital, nous forcent à nous poser cette question qui dérange. Ces créatures sont-elles parmi nous? Cette histoire était inspirée par la possible existence de créatures cachées. Le débat continue. Alors on va tout de suite commencer par Jean-Pierre Petit, donc 54 ans, directeur de recherche au CNRS. Il est ingénieur en aéronautique de formation. Je dis tout ça pour montrer que vous êtes un homme sérieux, parce que parfois il y a des gens qui se posent des questions. Vous avez publié un ouvrage sur les ovnis, et puis là, vous allez un peu plus loin, puisque chez Albin Michel, vous publiez cette enquête sur des extraterrestres qui sont déjà parmi nous. Et l'histoire que vous nous contez au tout début de ce livre est proprement fantastique, puisque vous nous racontez qu'en 1934, il y a eu des essais radio à bord d'un navire de pêche norvégien, que ces essais radio sont allés vers le ciel et qu'ils ont fini par toucher au bout de 15 ans une planète qui s'appelle Humo. Et donc cette planète, au bout de ces 15 années-lumière, a été touchée par ces signes qui venaient de Terre. Et les Humides, donc les habitants d'Humo, ont décidé, puisqu'ils ont vu ce petit signe qui venait de la Terre, ils ont décidé de venir parmi nous, ce qu'ils ont fait l'année suivante. Et alors, d'abord, je voudrais préciser une chose, c'est en accord avec ma direction générale, je parle au nom de Jean-Pierre Petit, directeur. Et non pas du CNRS, on est d'accord. Et non pas du CNRS, bon, je suis absolument pas marginal. Et ensuite, je veux dire, on enquête sur des extraterrestres qui sont déjà parmi nous. Ma position, moi, c'est que j'ai étudié pendant 15 ans un dossier, j'ai planché sur les données scientifiques qui étaient dedans, et j'en ai sorti une solution de l'équation d'Einstein, de la relativité générale. Donc c'est un travail d'un assez haut niveau, et j'aurais pas pu faire ce travail-là si j'avais pas eu ces données scientifiques présentes dans ces textes. Donc ceci, plus un certain nombre de faits qui sont racontés dans le livre, me laisse à penser que la probabilité pour que ce dossier soit d'origine terrienne me paraît faible. Vous voyez, la position des scientifiques, c'est pas je crois et c'est pas le présent. La probabilité me paraît faible. Maintenant, si un jour on pouvait m'amener les 5 pépés cosmologistes qui sont amusés pendant 28 ans à envoyer des documents et des informations scientifiques à titre de farce. Vous
ne seriez pas gêné d'être confondu. Eh bien, je dirais, bon, à ce moment-là, vous m'avez manœuvré pendant 15 ans, chapeau. Simplement, je pense qu'il est peu probable que ça se produise. Alors, expliquez-moi pourquoi, parce que c'est vrai que votre théorie est très séduisante, bien entendu, mais pourquoi vous êtes persuadé que cette arrivée donc, des extraterrestres s'est passée en 1950, pas très loin de Digne, etc. Ça me paraît étonnant. Je ne suis pas persuadé. Vous voyez, il y a un tas de papier qui fait 1500-2000 pages, dans lequel il y a deux choses. Il y a un aspect, si vous voulez, anecdotique, avec ce que ces textes racontent. Nous sommes arrivés en 50, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Ça, j'ai aucune preuve que ce soit vrai. Maintenant, la seule chose que je dis, moi, c'est que là-dedans, il y a des informations scientifiques de très haut niveau, solides, que la présomption donc, du canular grossier me paraît peu probable, que la manipulation par un organisme genre CIA aussi me paraît peu probable, et puis de quel côté qu'on tire les ficelles de ce dossier, on trouve des choses assez curieuses. Alors, vous savez comment sont les journalistes, ils aiment recouper leurs sources, j'imagine qu'un scientifique fait la même chose. Est-ce que vous êtes persuadé de l'origine de vos sources? D'abord, comment vous arrivent ces papiers, ces informations, ces messages? Je veux dire que ça a commencé il y a 15 ans. Un de mes collègues, qui était astronome, m'a dit, tiens, j'ai une vingtaine de feuillets, tapez la machine en espagnol. C'était Claude Poher du CNES qui s'était procuré ça. Et regarde, c'est assez amusant. Ce sont des dossiers qui sont signés par des gens qui prétendent venir d'une autre planète. Alors moi, j'ai accueilli ça avec le sourire. Je me suis plongé là-dedans et j'ai trouvé des informations technico-scientifiques qui me paraissaient relativement solide. Bon, j'en parle dans le livre sur des choses concernant la résistance des matériaux, la mécanique des fluides, etc. Alors, j'ai été tenté d'aller plus loin, et puis j'ai commencé à sortir de ça un petit peu d'informations scientifiques. Ça a orienté mes travaux. Puis je vous dis, j'aurais jamais rien publié si j'avais pas fait ce coup en 88-89 sur la relativité générale. Je veux dire qu'il y a quand même une chose, c'est qu'en 6 mois, je me suis recyclé en relativité générale et j'ai sorti un boulot, je dirais, au top niveau dans le domaine en 6 mois. C'est un peu court. Alors, donc ça ne se produit que quand on connaît la solution. Alors ça, on est bien persuadé de la qualité de vos travaux scientifiques. D'ailleurs, tous vos collègues les reconnaissent. Il n'y a jamais eu de contestation. Jamais personne nous a téléphoné en disant « cet homme est un farceur ». Mais là, quand vous nous dites que le 28 mars 1950 à 4h16 GMT sont arrivés dans les Alpes de Haute-Provence, aujourd'hui près de Digne, des petits hommes verts, qui n'étaient pas verts d'ailleurs du tout, mais qui sont des humides, des extraterrestres, on a besoin de vous croire. C'est pas moi qui dis ça. C'est pas moi qui dis ça. Je veux dire, ce sont ces documents qui le disent. Moi, je suis scientifique, je fais une analyse de contenu. J'ai raconté ce qui se trouvait dans ces documents, mais en le présentant comme tel. Alors, on parle plus de vous, on parle des documents maintenant. Oui, on parle donc, ces documents vous disent que ces êtres sont restés sur Terre, ils sont partis, et ils sont parmi nous. En faible quantité. Oui, quand on a un dossier comme ça, si c'est complètement farfelu, c'est pas crédible. S'il y a un contenu scientifique qui paraît un peu solide, alors à ce moment-là, examinons un petit peu ce que ça raconte. Alors ce que ça raconte, c'est une arrivée sur Terre en 50, et puis une pénétration du système social terrestre, migration en Espagne, avec un certain nombre de choses qui sont racontées aussi dans le bouquin de Martin Castello, des aspects anecdotiques, etc. Alors là-dedans, il y a à chaque fois des choses qui se présentent. Par exemple, je crois qu'on va passer cette cassette tout à l'heure avec cette voix. Oui. Bon, ça aussi, ça ne représente pas une preuve, par exemple. C'est pas des voix d'extraterrestres, c'est une cassette qu'on m'a communiquée en 75. Moi, je vous l'amène en 91, donc pour vous, elle date de 91. Il y a un côté juridique là-dedans. On va essayer d'écouter, puisqu'on en parle justement. On peut raconter l'histoire en gros. Oui. Ce qui est donc prétendu, c'est qu'il y a un bonhomme qui rentre une nuit à Madrid à 2h du matin, et puis il fait ce qu'on appelle une rencontre du troisième type. Il trouve une soucoupe volante en panne sur le bord de la route, quoi. Et après, il rejoint Madrid, et puis il raconte cette histoire-là à sa femme, et puis les journalistes s'en emparent, la presse en parle, et à ce moment-là, quelques jours après, il entend des gens qui lui téléphonent avec une voix un peu genre voix de canard. Bon, on va écouter cet enregistrement puisque vous nous l'avez amené, donc voix de canard, mais enfin c'est de l'espagnol. Hein. Oui, mais je veux dire que, pour expliquer un petit peu l'histoire, juste un détail, alors les types l'appellent en disant ça nous intéresse, on va venir. Et puis alors comme il connaît des gens qui sont liés à cette affaire Homo, les types se disent mais ça y est, ce sont ces extraterrestres. Donc le jour dit, il n'y a pas Denis et sa femme, il y a 30 personnes qui sont là en véritable embuscade. À ce moment-là, les gars ne viennent pas, téléphonent, et Fariols, qui a un micro ventouse, le colle sur le téléphone et réussit à intercepter les voix. Donc les voix sont enregistrées, on va les écouter. On va l'écouter. Renaud.
Bon. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas l'espagnol, on a bien compris qu'il s'agissait, monsieur, arrêter la communication, alors, supplie, etc. Moi, quand j'ai eu cette cassette, je suis allé au labo de phonétique d'Aix-en-Provence et j'ai dit à mon ami Teston, fais-moi un phonogramme de ce truc-là pour voir. Donc, alors, phonogramme, on abscisse le temps, on a ordonné la fréquence. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu en penses? Il m'a dit, c'est pas une voix humaine. Mais en 75, on avait déjà des vocodères. Mais si la cachette date vraiment de 68, comme le présenté l'espagnol, alors ça, c'est intéressant. Parce que là, à ce moment-là, il n'y avait pas de voix. Il n'y avait pas de voix synthétique. On ne savait pas faire des voix de synthèse comme ça. Donc, c'est tout. Je veux dire qu'il faut là-dedans. C'est troublant, obligatoirement. Oui, mais il faut avoir une rigueur un petit peu d'enquêteur. Hein. Et je vous dis, pour vous, journaliste, cette cassette, elle date de 91, parce que je peux très bien l'avoir fabriquée la veille. Quoi. Bon. Il faut rester. Qu'est-ce qui vous fait dire maintenant que les humides sont plutôt blonds et pas verts comme on croyait, qu'ils sont plutôt petits, qu'ils n'ont pas le sens artistique, qu'ils font des... Ça, je veux dire, il y a toute une description donc, dont ils sont les auteurs. Hein. On n'est pas allé sur place pour vérifier, quoi. Donc, pigmentation de la peau, la taille, je crois qu'on n'en parle pas. Et moi, j'ai pas d'opinion là-dessus. Simplement, je trouve que derrière tout ça, il y a quelque chose qu'il faut élucider, quoi. Qui sont les auteurs de ces documents? Vous dites quand même qu'ils ont une voix nasillarde, donc ils ont oui, pas alors ils expliquent dans un texte que les sons ne sont pas produits avec des cordes vocales, mais avec des replis pharyngés. Et ça explique pourquoi, à ce moment-là, les fréquences sont différentes et pourquoi la production de son est différente. Ça cadre d'ailleurs avec cet enregistrement qu'on a entendu, quoi. Alors vous dites qu'ils ne sont pas très artistes, en effet, donc ils ont peu le sens artistique, mais qu'en revanche, ils se livrent à des concerts d'odeurs, parce qu'ils ont le sens olfactif. Je crois que là, ils se trompent complètement sur ce que c'est que l'activité artistique, parce que les concerts d'odeurs, c'est plutôt un truc sensuel. Hein, je veux dire, c'est pas exactement... J'ai pas beaucoup assisté à de concerts. Non, mais je crois que, je veux dire, dans ces documents, il y a une chose amusante, c'est qu'il y a pratiquement pas de métaphore, il n'y a pas d'imaginaire, il n'y a pas d'imagination, il n'y a aucun humour. C'est dur d'écrire 500 pages comme ça, sans aucun humour. Il n'y a pas d'art plastique, il n'y a pas d'art musical. Alors je crois qu'ils se sont dit, bon, ben, on sait quand même faire des trucs avec les odeurs, donc ça doit être ça qu'on appelle l'art. Bon, alors ils ont une voix, ils ont un alphabet aussi, on va le voir un petit peu comme ça en titre avec Renaud Lévenkim. Et pendant que vous voyez cet alphabet, là vous avez pu le déchiffrer ou vous avez des idées? Rien du tout, je veux dire qu'il y a des ethnolinguistes qui se sont mis là-dessus, on s'amusait. Moi j'avoue, à chacun son métier. Je veux dire, dans cette masse, il y a des informations, mais dans tous les domaines. Je ne suis pas biologiste, donc je n'ai pas commenté les documents de biologie. Moi j'ai commenté strictement ce sur quoi j'étais intervenu, c'est tout. Et comment vous savez que Sakharov, par exemple, aurait été contacté par les humides? C'est eux qui vous ont dit ça? Non, je prétends pas ça. Je veux dire que j'ai trouvé dans ces documents, donc en 1975, des informations sur un modèle cosmologique qui m'avait beaucoup déconcerté. Il n'y a pas un univers, mais deux. Et dans le deuxième, il y a le temps qui va à l'envers. C'est quand même assez curieux. Et en plus, ces deux univers sont énantiomorphes. J'ai dû même chercher le mot dans le dictionnaire parce que je ne le connaissais pas. Et puis en 1977, j'ai un peu travaillé là-dessus. J'ai fait une première publication, même deux publications à l'Académie des sciences sur le sujet, qui s'appelle Univers énantiomorphe à temps propre opposé. Et l'éditeur de Michel a même trouvé intéressant de reproduire les publications scientifiques à la fin, qui sont un peu une sorte de pièce de conviction comme ça. Puis alors, j'ai sorti ce travail qui n'a reçu aucun écho dans le monde scientifique, complètement isolé, et en 83, je me suis aperçu dans la publication des œuvres complètes de Sakharov qu'il y avait quelque chose de complètement parallèle, que Sakharov avait aussi fait un modèle gémellaire avec des flèches du temps en opposition. Alors, c'était une première coïncidence, et ensuite, si vous lirez dans le livre, la fin de son discours de réception du prix Nobel, totalement singulier. Oui. Qu'est-ce que ça vient faire? C'est-à-dire, bon, avec votre grille de lecture, c'est vrai que, bon, on se pose des questions. Quand on interroge quand même vos confrères, bon, un certain nombre d'entre eux disent, l'un d'entre eux a dit par exemple, bon, Jean-Pierre, bon, les ovnis n'existent pas, mais Jean-Pierre Petit a tellement d'imagination qu'il finira bien par les inventer. Qu'est-ce que vous dites? Vous dites que vous n'êtes pas un poète, vous dites que vous êtes vraiment un scientifique. Je veux dire, quand je suis passé à la télévision sur la 5, là, il y a 2 mois, il y avait un scientifique qui a dit les scientifiques sont en droit de prendre n'importe quelle source d'inspiration, poétique ou quoi que ce soit. Oui, Newton a trouvé la gravitation en regardant tomber une pomme. Moi, je lui ai dit, mais moi, je savais que la vitesse de la lumière devait varier, je savais que le produit du rayon de courbure de l'univers pour lequel la vitesse de la lumière était une constante, je savais que je devais avoir une solution à courbure négative, que l'énergie se conservait et pas la masse. Et ça, c'est des informations précises et fortes. C'est un peu comme les chiffres, les 8 premiers chiffres d'une combinaison qu'il y en a 10. Et la probabilité de donner des informations comme ça un peu au hasard, ça me paraît très faible. Donc le gars qui a donné cette information-là, étant donné la qualité du travail que ça a produit, connaissait la solution. Bon, alors vous savez bien que quand on invite quelqu'un dans une émission, on essaie de se renseigner quand même sur les gens qu'on invite, on essaie d'éviter les plaisantins. Et ce qui m'a frappé dans votre livre, c'est de découvrir qu'au fond, cette enquête
Vous l'avez fait parallèlement à celle que 3 journalistes viennent de publier, cette fois-ci chez Robert Laffont, qui s'appelle La conspiration des étoiles, Martine Castello, Philippe Chambon et Isabelle Blanc. Les 2 derniers sont dans le public. Ils ont délégué Martine Castello pour parler de ce livre. Et vous confirmez entièrement ce que Jean-Pierre Petit annonce, ou en tout cas... Presque, mais pas tout à fait quand même. Je devrais dire d'abord qu'il n'y a aucune preuve des théories de Jean-Pierre Petit. Ce sont des théories très bien ficelées qui ont été exposées dans des revues scientifiques. Mais tant qu'on n'aura pas vérifié par l'expérimentation ces théories, il n'y a aucune preuve de leur véracité. Ça colle avec l'observation, attention. Hein. D'accord, il n'y a pas eu de véritable observation dans tous les domaines. Non, mais ça colle avec l'observation. Mais ce sont des théories qui tiennent bien la route. Donc c'est un premier point. Deuxièmement, il y a quand même quelque chose d'étonnant, c'est que les Espagnols, ils n'ont pas que ce petit enregistrement. Ils ont des conversations qui durent 7 heures au téléphone avec les Zoumites. Ils n'en ont jamais fait d'autres enregistrements. Donc je ne comprends pas. Chaque fois qu'on leur a posé la question, ils nous disent « Mais c'est pas possible, on ne peut pas, si on enregistre, ils vont couper, ils ne vont plus jamais nous appeler. » Ce système de croyance, c'est très difficile de faire une enquête sur le terrain parce que ce sont des gens qui croient à l'affaire et qui vivent autour de cette affaire depuis des années. Ça fait 30 ans quand même que ça dure. Hein. Donc c'est très difficile de trouver des preuves. En dehors, les seules preuves, si vous voulez, je ne sais pas si ce sont, mais ce seraient les travaux scientifiques de Jean-Pierre. Il a raison de se mettre dans ce domaine et uniquement dans ce domaine. Parce que pour le reste, c'est vraiment touffu. C'est passionnant comme histoire. Nous, on s'est vraiment amusé à faire cette enquête. C'est vrai que ça nous a entraînés dans un autre monde. C'est vrai que ça m'a ouvert l'esprit sur d'autres réalités. Mais je ne sais plus aujourd'hui si cette affaire, elle tient la route ou pas, parce qu'à chaque fois qu'on tient quelque chose, ça nous file entre les doigts. Alors, il y a en effet, vous parliez des Espagnols, il y a Antonio Ribera qui a écrit ce livre « Les extraterrestres sont parmi nous ». Sont-ils parmi nous, avec le point d'interrogation. Vous-même, vous êtes allé avec vos confrères enquêter en Espagne. En URSS aussi. En URSS également. Et pour juste un petit mot sur l'Espagne, parce qu'il y a dans votre livre un passage assez passionnant sur l'histoire d'une main coupée. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette main, l'histoire de cette main? C'est compliqué, c'est horrible. Mais vous pouvez y aller, parce que ça date d'il y a longtemps maintenant, donc il y a prescription, hein, ça date de 54 à peu près. Alors, je vais essayer de vous la résumer. Hein. C'était une comtesse qui habitait Albacete, c'est une ville dans le sud de l'Espagne, et elle était un peu farfelue, un peu fantaisiste. Et puis, un jour, elle a reçu des hôtes payants qui lui ont demandé de lui louer une partie de son appartement. Et elle leur a loué une partie de cet appartement, c'était des gens très bien, donc je vous fais la description, grand, blond, les yeux bleus, c'est la description des Zoumites, hein. C'est comme ça qu'ils se présentent. Hein. Et elle leur a loué sa maison, et puis au bout d'un certain temps, sa fille, la fille de la comtesse, est tombée malade. Et puis on l'a enterrée d'une maladie étrange, c'est une sorte d'anémie qu'elle a eu. Et puis on s'est aperçu que dans sa tombe, elle avait eu la langue et la main coupées. Donc on a accusé la comtesse de sorcellerie, parce qu'elle était tellement fantaisiste, on s'est dit, elle s'est peut-être livrée à des sorcelleries. Donc il y a eu un procès retentissant en Espagne. Et puis on a cherché la main aussi. Voilà, on a cherché la main, on l'a retrouvée dans un bocal, dans l'appartement. Et puis la comtesse a fini par s'en sortir, et puis toute cette affaire a été étouffée. Et quelques années plus tard, des Espagnols qui ont reçu des lettres, et c'était une lettre d'excuse des Zoumites qui s'expliquait comme telle. Alors je vous dis ce qu'il disait. Voilà, nous avions loué un appartement à Albacete pour faire nos expériences scientifiques de biologie dans la cave, et puis il y a un virus qui s'est échappé et elle a contaminé la fille de la comtesse, donc on a été obligé de lui couper la main et la langue. Oui, on a été obligé de récupérer ses pièces parce qu'elle pouvait avoir des problèmes, et puis on pouvait Donc il y a eu une lettre d'excuse. Voilà, on est vrai, parce qu'ils sont très polis les Zoumites dans leur lettre. Hein. Ils vous ont écrit déjà, vous, ou pas? Non, hélas, non. Bon, si jamais ils nous écoutent, ils peuvent écrire. Martine Castello peut vous écrire au journal. Hein. C'est le Figaro, madame. Vous avez travaillé dans des journaux très sérieux, Libération et autres. Jean-Pierre aussi serait content d'avoir une lettre, mais jusqu'à présent, ce sont toujours les Espagnols qui se sont dévoilés. Il paraît qu'ils ont écrit dans le monde entier, parce que quand on voit les cachets de la Poste, ça provient d'Australie, de partout. Ils disent qu'ils ont des interlocuteurs dans le monde entier, mais pour l'instant, nous, on a trouvé que les Espagnols. Et est-ce que vous serez capable de les reconnaître comme ça? Est-ce que dans la rue, par exemple... Je surveille quand même, depuis... Quand j'ai dans cette... En plus, je crois que c'est sérieux, parce que vous avez été une fois abordé lors d'un festival qui est assez connu. Hein, ça a commencé comme ça, mon histoire, parce que moi, j'étais plutôt... Enfin, je résume, j'étais journaliste scientifique
Vous voyez, bon, assez rationnel. Et puis j'étais à un colloque à Puy-Saint-Vincent, et il y a un journaliste qui me poursuivait partout, comme ça, et puis je me disais, mais qu'est-ce qu'il veut? Et puis à la fin, au retour du colloque, il s'est assis en face de moi et il m'a dit, est-ce que tu connais l'affaire Oumit? Alors j'ai dit, mais non, pas du tout. Alors il a commencé à me raconter cette affaire qui est assez étonnante. Des extraterrestres qui écrivent des lettres d'appel à la machine, qu'ils envoient partout. Je dis, mais c'est n'importe quoi, encore une folie. Et puis dans le compartiment, il y avait un scientifique qui était en face et qui a dit, mais non, c'est une affaire très intéressante, c'est un scientifique d'un haut niveau. Vraiment, vous devriez examiner ces lettres. Alors bon, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose. Puis quelques jours après, j'ai été voir d'autres chercheurs dans le cadre de mon travail de journaliste scientifique, donc Stéphane Hawking et d'autres chercheurs, astrophysiciens. Et puis en m'amusant à la fin des interviews, comme j'étais dans cette histoire, je me demandais, mais est-ce que vous connaissez l'affaire Oumo? Et puis alors, il me dit, chut, n'en parlez pas, je vais vous expliquer ça. Donc à chaque fois, je tombais sur des chercheurs qui étaient au courant de cette affaire. Je me suis dit, il doit y avoir vraiment quelque chose, c'est peut-être pas une bêtise. C'est comme ça que j'ai remonté toute l'histoire et que je suis retombée sur Jean-Pierre Petit, enfin. Est-ce que je peux dire un petit mot là? Oui, je veux dire que cette affaire-là, elle n'a pas qu'un côté folklorique, amusant. À partir des années 60... il y a quand même un côté amusant, Jean-Pierre. Non, c'est pas ça. Je veux dire que si on me demandait ce que j'en retire, moi, sur le plan personnel, c'est un coup d'œil sur ce qui se passe sur Terre actuellement. Et en 75, il y avait des informations assez précises sur les armes à énergie dirigée. Moi, ça m'a amené à faire un voyage à Sandia, à Livermore, aux États-Unis, et j'en suis revenu avec une vision tout à fait globale de ce qu'allait devenir la guerre des étoiles des années plus tard. Puis ça continue en 79, en 83, en 85. Oui, il y a des informations. Nos développements scientifiques. Oui, mais sont bien placés en tout non, cas. pas nos développements scientifiques, Enfin, nos développements scientifiques militaires. Oui. Et ce qui est raconté là-dedans est très inquiétant. Il y a quand même une chose qu'il faut bien se dire, c'est qu'en 1939, un bombardier emmenait une bombe d'une tonne qui pouvait détruire un bâtiment. 6 ans plus tard, on avait 12 000 tonnes avec Hiroshima. En 65, 20 ans plus tard, on avait 100 mégatonnes. Je crois que personne n'imagine ce que c'est qu'une bombe de 100 mégatonnes. C'est 10 000 fois Hiroshima. Et ce que ces textes nous racontent, c'est qu'on ne s'est pas arrêté là. On a continué. Et la question, si vous voulez, qui s'extrait de ces documents, qui dépasse largement le problème cosmologique ou des choses de la main coupée, etc., c'est est-ce qu'on dispose actuellement d'armements antimatière? C'est-à-dire qu'actuellement, on a un plan de désarmement. Est-ce que c'est un vrai plan de désarmement ou est-ce que c'est pas un leurre? Est-ce que derrière, il n'y a pas des armes infiniment plus puissantes? Alors, puisque vous parlez de l'heure, nous-mêmes, on est en droit de vous poser la question. Est-ce que vous n'êtes pas victime d'un leurre, comme par exemple une grande partie de la communauté scientifique, lorsqu'elle a découvert, par exemple, vous savez, ces fameux cercles mystérieux en Grande-Bretagne? C'est facile à faire, ça. C'est facile à faire. Ah oui, mais on le dit maintenant. C'est un beau canular, ça dure depuis 30 ans quand même. Oui, ça durait longtemps. Hein. Ces deux petits pépés là qu'on voit là, les deux agriculteurs anglais. Voilà, ils nous montrent comment ils faisaient des cercles. Mais moi, je me souviens quand même qu'il y avait des scientifiques très sérieux qui nous expliquaient que vu d'en haut. Moi, je ne m'étais pas intéressé à ça. Non, ça c'est vrai. Vous n'étiez pas de ceux-là, mais beaucoup de gens étaient persuadés que c'était des coups de... Je veux dire que dans cette logique-là, il faudra trouver les pépés cosmologistes qui se sont amusés pendant 28 ans à donner des informations scientifiques. Hein. Bon, alors, c'est ça la question. Ils peuvent se dévoiler là aussi. Absolument, si jamais il y a des charlatans qui ont essayé ça, bon, ils peuvent nous écrire. Daniel Costel, vous êtes interpellé, comme on dit, par ce type de révélation, non? Oui, enfin, vous savez, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs domaines. Le domaine de la croyance, le domaine de la science et le domaine de la science-fiction. Science-fiction, c'est-à-dire la poésie, et c'est somme toute tout à fait respectable, je veux dire. Donc vous n'y croyez pas, soyons clairs. Hein. Non, vous savez, je vais vous dire, j'ai pris l'habitude de tout croire. Je crois que c'est mieux. Parce que on peut aussi bien m'interpeller sur la Vierge, sur Fatima et sur la croyance en Dieu. Et on va voir ça tout à l'heure. En effet, vous étiez, on ne peut plus... Je suis tout prêt à croire. Il ne s'agit pas de croire, moi je ne suis pas un homme de croyance. Là, c'est pas une croyance. Moi je ne suis pas un homme de croyance. Vous voyez, ce qui est formidable d'ailleurs, c'est qu'on nous interpelle aussi quand on croit. Oui, si je disais je ne crois pas, on me dirait mais vous avez tort, c'est croire, j'ai fait une très bonne expérience scientifique, etc. Il faut être sceptique ouvert. Nous, on a essayé de faire une enquête de sceptique ouvert. Je ne suis pas sceptique et je suis ouvert. Voilà. Jean-Marc Cal, vous êtes plutôt sceptique, ouvert, fermé Je dirais que je ne suis ni sceptique ni ouvert. Je pense que c'est une réponse de Normand, bien que je sois breton et irlandais, mais peu importe. Je pense que l'un et l'autre, vous avez raison, parce que quand on a quand même des documents scientifiques et qu'on peut les prouver, il y a quelque chose qui me paraît étrange, qui me paraît mystérieux. Moi, j'ai d'autres choses qui me paraissent mystérieuses, que je n'explique pas, mais je suis bien obligé de reconnaître qu'il y a quelque chose là qui est à prendre en considération. Alors, puisqu'on parle scientifique, je crois qu'au téléphone, me dit Yannick Jossin, nous avons l'un de vos confrères, Jean-Pierre Petit, qui est au téléphone. Qui êtes-vous, monsieur? Oui, c'est Jean-Claude Rib, directeur de
recherche au CNRS et directeur de l'Observatoire de Lyon. Je voudrais faire un commentaire à propos de ce que Jean-Pierre Petit disait tout à l'heure sur la cosmologie et son origine humide. Bon, ce qui est très frappant dans ce qu'il nous dit, c'est qu'il n'y a rien eu de révolutionnaire dans ces écrits humides. Il n'y a pas eu de choses qui aient changé. Simplement, il y a des choses qui sont compatibles avec ce qu'on sait, avec ce qu'on savait, non, ça, c'est pas vrai. et qui correspondent à ce que Sakharov avait publié il y a 20 ans. Donc, c'est intéressant, ça montre que ce sont des gens, des terriens compétents qui ont organisé cette chose, mais il n'y a rien de révolutionnaire. Et ce qui est frappant, c'est que si on avait des extraterrestres qui nous fassent une communication, on aurait quelque chose de vraiment étonnant. C'est ça que je voudrais faire remarquer, on n'a rien de surprenant, on n'a rien d'extraterrestre. D'accord, alors là, Jean-Pierre Petit, moi je réponds. Jean-Claude Ribes, il n'est pas spécialiste en cosmologie théorique, première chose. Il est comme vous, directeur de recherche au CNRS. Oui, mais il n'est pas spécialiste dans ce domaine. Et ensuite, il n'y a pas de cosmologie à vitesse de la lumière variable. Et ce travail cosmologique est solution de l'équation de champ. Et lorsque je suis passé dans l'émission avec Jean-Claude Ribes, il avait dit, vous savez, des modèles cosmologiques, il y en a plein. Non, des modèles qui sont solutions de l'équation d'Einstein, il y en a 3, c'est tout. Bon. Alors, en tout cas, vous êtes, je peux vous dire, très convaincant parce que vous parlez avec fougue d'un sujet que vous La science, c'est la science, point. De bien connaître.